À Los Angeles, un tueur en série échappe aux policiers pendant des mois. Le rôdeur de nuit, ou Night Stalker comme l'appellent les journalistes, tue au hasard quand bon lui semble. La terreur qu'il inspire est énorme et les indices qu'il laisse derrière lui sont négligeables. Ils sont cependant tous ceux dont disposent les enquêteurs. Suite à un homicide par strangulation, des détectives ont recours à une technologie de pointe pour faire apparaître des indices invisibles. Ils n'ont qu'une seule chance pour y parvenir. S'ils échouent, l'auteur du meurtre échappera à la condamnation. Parfois, les scènes de crime sont difficiles à interpréter, mais elles recèlent de nombreux secrets. C'est souvent en recueillant les indices invisibles que l'enquête peut progresser. Pour arrêter un criminel, les experts transforment des indices fugaces en impressions durables. Les détectives du service des homicides de Los Angeles ont l'habitude de côtoyer la mort. Ils furent toutefois horrifiés par la scène qu'ils découvrirent dans la prospère ville de Whittier le 29 mars 1985. Le désordre de la maison laissait croire que le mobile du crime était le cambriolage. Un magnétoscope, une caméra vidéo ainsi que la plupart des bijoux du couple avaient été volés. Mais le criminel semblait être aussi un individu sanguinaire. Il avait tué Vincent Zazzara d'une balle de calibre 22. Quant à Maxine, sa femme, elle avait reçu une balle dans la tête et avait été mutilée. L'équipe d'experts judiciaires se mit au travail, mais ne trouva pas de piste importante. Le meurtrier avait pris tout ce qu'il pouvait avec une désinvolture presque imprudente, mais il avait également pris soin de protéger son identité. L'intrus portait des gants. Il avait donc laissé peu de traces de sa présence. Les douilles des projectiles étaient trop endommagées pour être utiles. Après des heures de recherche, les détectives quittèrent la maison les mains vides. Le tueur semblait avoir commis le crime parfait. Heureusement, il n'avait pas effacé toutes les pistes. Une fenêtre ouverte indiquait par où il était entré. Il y avait des empreintes très nettes sur le sol. Une de ces empreintes avait été faite par le propriétaire de la maison, Vincent Zazzara, mais l'autre semblait avoir été laissée par le meurtrier. Les techniciens vaporisèrent un fixatif sur l'empreinte, puis versèrent du plâtre par-dessus. Le moulage qui en résulta fut ensuite envoyé au laboratoire. Au laboratoire judiciaire du shérif, l'expert Gerald Burke l'examina. On m'a demandé d'examiner les motifs de l'empreinte et de mesurer le moulage, dans le but d'obtenir des informations utiles à partir de cette empreinte de chaussure. Par exemple, on cherchait à connaître le manufacturier, la marque et la taille de la chaussure. Plus Burke pourrait tirer d'informations de l'empreinte, meilleure serait l'idée que se feraient les détectives de l'individu qui portait ces chaussures. L'empreinte avait été faite avec une chaussure de course de très grande pointure. Burke ne put cependant pas en identifier la marque. Il s'agissait soit d'un tout nouveau modèle, soit d'un modèle qui n'était plus sur le marché. L'empreinte et les douilles menaient donc à un cul-de-sac. Sans échantillon pour procéder à des comparaisons, Burke ne pouvait pas faire progresser l'enquête. Le meurtre des Zazzara n'était pas le seul cas sur lequel les détectives du bureau du shérif tentaient de trouver une piste. Ils essayaient de faire la lumière sur un homicide qui avait été commis moins de 2 semaines plus tôt à Rosemead, à environ 8 km de distance.
Maria Hernandez était rentrée chez elle tard le soir quand elle se retrouva face à face avec le canon d'un fusil de calibre 22. À l'intérieur de l'appartement, sa colocataire, Dale Okazaki, entendit le coup de feu. Quand l'assaillant la découvrit, il tira sur elle et la tua. Maria, elle, avait eu plus de chance car les clés dans sa main avaient fait ricocher le projectile. Elle était restée immobile, feignant la mort, jusqu'à ce que son assaillant quitte les lieux. Elle déclara par la suite au détective que l'homme qui avait tenté de la tuer était mince, vraisemblablement d'origine hispanique et dans la vingtaine. Il portait des vêtements noirs. Ses yeux étaient noirs et globuleux. Il avait les joues creuses et les dents cariées. Hernandez ignorait la raison de cet assaut. Pendant une semaine, il n'y eut aucune progression dans l'enquête. Puis les Hazara furent assassinés de façon aussi gratuite. Les douilles de calibre 22 des scènes de crime furent envoyées au laboratoire de balistique pour être comparées. Elles étaient malheureusement trop déformées pour qu'on puisse affirmer qu'elles avaient été tirées avec la même arme. Malgré tout, le détective Gil Carrillo du bureau du shérif de Los Angeles décida de traiter les deux enquêtes comme si elles étaient reliées. Maria Hernandez avait survécu et elle nous a donné une description physique de son assaillant. Nous avions également le calibre de l'arme à feu. Dans le cas de Zazara, nous ne disposions pas d'une description physique, mais nous possédions une empreinte de chaussure et le même calibre de projectile. Carrillo voyait non seulement un lien entre les deux enquêtes, il était convaincu que ces meurtres étaient reliés à d'autres cas. Depuis plusieurs semaines, la violence ne cessait de croître dans le comté de Los Angeles, comté de plus de 6000 km² qui compte 88 villes. Jour après jour, on rapportait de plus en plus de meurtres, d'agressions sexuelles, d'assauts et d'enlèvements. Les journalistes des médias ne savaient plus où donner de la tête. Chaque nouveau crime inquiétait un peu plus la population. Carrillo croyait qu'il y avait un lien entre tous ces actes de violence. Sur la base des rapports de police et des témoignages, il échafauda une hypothèse plutôt radicale. Ses collègues voyaient en cette vague de crimes un signe de la violence qui s'accentuait à Los Angeles. Ils croyaient que les crimes étaient commis par un nombre grandissant de bandits, tandis que Carrillo, lui, était d'avis que c'était le travail d'un seul et unique homme. Mais il était une nouvelle recrue de l'escouade des homicides, et personne ne crut à son hypothèse. Tant que je n'avais pas d'indices concluants, il m'était difficile de vendre l'idée qu'un seul homme avait commis tous ces crimes. Pour étayer son hypothèse, Carrillo devait tenter de trouver des liens entre les cas. Il n'eut pas à attendre très longtemps. Au cours des semaines suivant le meurtre des Hazara, 7 autres victimes du comté furent réveillées brutalement par un homme. Il menottait les femmes ou les ligotait avec du fil électrique avant de les violer. L'assaillant laissait toujours les maisons dans un grand fouillis et partait avec les objets de valeur. La banlieue de Los Angeles n'était plus sécuritaire. Les citoyens étaient inquiets. Au début du mois de juin, à seulement 3 pâtés de maison de la résidence des Hazara, la femme d'un policier se réveilla en sursaut. Elle croyait avoir entendu la fenêtre s'ouvrir. Il y avait un intrus dans la maison. Lorsqu'il entendit le couple se lever, il quitta silencieusement les lieux. Le policier appela le bureau du shérif. À l'aube,
les détectives découvrirent des marques à l'endroit où l'intrus était entré. Le policier montra au détective un endroit dans un massif de fleurs où il avait recouvert les indices à l'aide d'une boîte à chaussures vide. Sous la boîte se trouvait l'empreinte d'une chaussure de course. Le motif de la semelle était déjà familier aux enquêteurs. Il ressemblait à celui de l'empreinte découverte près de la maison des Azara. C'était l'indice que les policiers attendaient. Si cette empreinte était identique à celle du meurtre des Azara, cela signifiait que Cario ne s'était pas trompé en présumant qu'un seul homme était à l'œuvre. Mais si c'était vrai, cela signifiait que ce meurtrier narguait les meilleurs détectives de Los Angeles depuis 1 an. L'expert Gerald Burke compara les moulages des 2 empreintes trouvées sur les scènes de crime. Il en conclut qu'elles avaient été laissées par des chaussures du même modèle. Comme ces 2 empreintes avaient été laissées dans la terre meuble, Burke ne put identifier les traces d'usure qui caractérisent une chaussure en particulier. Des éléments tels que ces petites entailles et ces rayures sont des marques uniques, de la même manière que des empreintes digitales. Ces empreintes n'étaient pas d'une grande utilité pour les enquêteurs. Dans un comté d'une population de 7 500 000 habitants, il était impossible d'identifier un homme à ses seules chaussures. Mais c'était tout ce dont il disposait. Après le meurtre des Azara à Los Angeles, on trouva l'empreinte d'une semelle dans la boue lors d'un homicide à Monterey Park. On en découvrait une autre à Monrovia, dans la maison d'une vieille femme sauvagement battue. Burke disposait de 3 moulages et d'une empreinte pour procéder à ces analyses. Ces crimes n'étaient pas encore résolus. L'empreinte de la chaussure était bien mystérieuse. Puis, une stagiaire qui travaillait au laboratoire durant l'été fit une observation cruciale. Elle a dit qu'il s'agissait d'une chaussure de marque Evia. Tout le monde s'est arrêté, la regardait en lui demandant si on en était certaine. Elle a répondu qu'elle avait une paire de chaussures de cette marque dans son coffre d'auto. Elle est allée les chercher, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se précipiter. La marque Evia venait d'apparaître sur le marché de la chaussure sport. C'était la raison pour laquelle le service d'identification ne la connaissait pas encore. Des experts se rendirent au bureau chef d'Evia à Portland, dans l'Oregon, pour recueillir le maximum d'informations possibles. Le concepteur des chaussures reconnut le numéro du modèle qui avait laissé l'empreinte. Burke l'interrogea. Je lui ai demandé d'être le plus précis possible. Il m'a informé qu'il était le concepteur de la chaussure, qu'il détenait le brevet du motif de cette semelle et qu'aucune autre semelle sur le marché n'y ressemblait. Le motif était celui d'une chaussure aérobique qui n'était sur le marché que depuis 4 mois. 1300 paires seulement avaient été fabriquées. On donna à Burke une série de semelles afin qu'il puisse évaluer la taille de la chaussure qui avait laissé l'empreinte. L'empreinte d'une chaussure peut varier énormément selon le mouvement et la texture du sol. La seule façon d'en déterminer la pointure est de comparer les motifs. Plus les motifs sont grands, plus la pointure de la chaussure est importante. Ici, au bas de cette chaussure jusqu'au milieu de la semelle, on voit une série de motifs à chevrons. Ces chevrons sont plus nombreux si la chaussure est plus grande. Les moulages de plâtre n'étaient pas assez précis pour que l'on puisse voir le logo d'Evia, mais ils nous permettaient cependant d'évaluer le nombre de motifs sur la semelle. Après avoir compté les lignes sur les moulages de plâtre, Burke put déterminer que les chaussures étaient d'une pointure de 11,5. En examinant le matériel publicitaire du manufacturier, il comprit à quel point sa découverte était importante. Des 1300 paires de chaussures de ce modèle, seulement 6 avaient été envoyées à Los Angeles. De ces 6 paires, une seule était du 11,5. Seuls quelques hommes aux États-Unis possédaient une paire de chaussures Evia du même modèle
et de pointure 11,5. L'hypothèse de Carillo, selon laquelle un seul meurtrier était à l'œuvre, était de plus en plus plausible. Il était peu probable que plusieurs criminels aient porté le même modèle et la même pointure de chaussures. Les chances étaient minimes. Les détectives ignoraient encore l'identité du criminel, même si les médias l'avaient déjà surnommé Night Stalker, le rôdeur de nuit. Au bureau du shérif, on mit sur pied une escouade de détectives du service des homicides. Gil Carillo et Frank Salerno faisaient équipe. De par son expérience à traquer les tueurs en série les plus dangereux de Los Angeles, Salerno savait à quel défi ils étaient confrontés. À un moment donné, 75 enquêteurs travaillaient au bureau en même temps. Le tiers d'entre eux n'enquêtaient que sur le cas du Night Stalker. Le meurtrier poursuivit son règne de terreur dans la région de Los Angeles au cours de l'été 1985. Nuit après nuit, des personnes étaient assassinées alors qu'elles se croyaient en sécurité chez elles. La pression du public pour que l'enquête fasse la lumière sur cette affaire était énorme. Le sergent John Yarborough était responsable de la cueillette des indices. Un couple en particulier ne dormait plus dans son lit où il n'y avait que des mannequins. Le mari avait pris l'habitude de dormir dans le garage alors que sa femme dormait derrière la télévision avec le téléphone portable en main. Cela illustre bien l'ampleur de la panique de la population. Le meurtrier tuait certaines victimes alors qu'il en épargnait d'autres. Il agissait toujours au hasard. Ceux qui avaient survécu le décrivirent de la même façon que Maria Hernandez. Il était grand et avait des yeux globuleux. De plus, il dégageait une odeur de cuir rance. Grâce à une trousse d'identité conçue à cet effet, un artiste créa un portrait robot de l'homme décrit par les victimes épargnées. Les détectives avaient une idée de l'apparence physique du rôdeur, mais ils réduisaient à néant tous leurs efforts pour l'identifier. Il commettait ces meurtres au hasard. Il était donc impossible de les prévoir d'avance. La plupart des tueurs en série agissent selon un plan établi, pas lui. Cet homme utilisait parfois une arme à feu, parfois un couteau. D'autres fois, il se servait d'un objet contondant. Il violait certaines victimes, d'autres non. Parfois, il les étranglait ou il les rouait de coups de pied jusqu'à ce qu'elles meurent. Parfois, il les volait, d'autres fois non. La seule chose qui ne changeait jamais, c'était ses chaussures. Pour trouver la piste du Night Stalker, Gerald Burke était devenu l'expert des chaussures du meurtrier. On l'envoyait sur toutes les scènes qui pouvaient être reliées au tueur en série. Je me trouvais à l'extrémité du comté à 2 ou 3 heures du matin. Puis à 6 heures, on m'envoyait à l'autre bout du comté. Je devais être partout à la fois. Les détectives pouvaient facilement identifier le meurtrier par les empreintes qu'il laissait derrière lui, mais il avait cependant toujours une bonne avance sur eux. Le 5 juillet, ils examinaient des empreintes dans le quartier huppé de Sierra Madre. Ce matin-là, la jeune Whitney Bennett, 16 ans, s'était réveillée couchée en travers de son lit. Elle avait un affreux mal de tête. Même si ses parents dormaient tranquillement dans la pièce à côté, elle avait été battue presque à mort avec un pied de biche. Elle ne se rappelait rien de l'attaque, mais la signature familière était là. Le sergent John Yarborough croyait savoir pourquoi le meurtrier portait toujours les mêmes chaussures. Premièrement, elles étaient pratiques. Elles lui permettaient de marcher sans faire de bruit et de courir le cas échéant. Deuxièmement, elles ne lui avaient jamais fait défaut. Il est possible que psychologiquement, il croyait que ses chaussures lui portaient chance. Il réussissait tous ses coups. Il pouvait faire ce que bon lui semblait quand il les portait. Elles contribuaient à son plaisir. La brutalité de ses crimes laissait bien voir à quel point le meurtrier ne semblait pas avoir de remords et combien il avait un certain plaisir à tuer.
Je dirais que c'est un très bon exemple de prédateur qui se fiche de ses victimes. Il atteint un niveau d'excitation élevé et c'est ça qui le pousse à agir. Le rôdeur était rusé comme un renard et tout aussi difficile à capturer. L'escouade spéciale ne suffisait plus à la tâche. Pour l'arrêter, les détectives devraient agrandir le champ de recherche. Les enquêteurs produisirent une bande vidéo pour les 63 services de police du comté. Sur cette bande, on pouvait voir Cario montrer les indices recueillis à partir des scènes de crime. Le suspect était un jeune homme de type hispanique qui portait toujours des chaussures de marque Evia. C'était un voleur professionnel et il était impossible de savoir si son mobile premier était le vol ou le meurtre. Après quelques meurtres, on avait commencé à voir émerger quelques types de comportements. Il semblait préférer les maisons jaunes ou beiges. Parfois, il dessinait des étoiles à 5 branches sur les scènes de crime. Mais rien dans ces informations ne permettait aux détectives d'identifier l'horrible personnage qui terrorisait tout le sud de l'État. La violence atteint son paroxysme à l'été 1985. Au début du mois d'août, le rôdeur était soupçonné d'avoir tué 13 personnes et d'en avoir attaqué 10 autres. Ses activités à Los Angeles et en banlieue de la ville semblaient s'accélérer. Les autorités policières se préparaient à une nouvelle attaque, puis plus rien. Pour la première fois depuis des mois, les nuits redevinrent paisibles. Mais cela ne durerait pas très longtemps. Le 18 août, le rôdeur fit de nouvelles victimes, cette fois à San Francisco. Peter et Barbara Pan vivaient dans une maison de couleur jaune. Ils furent trouvés assassinés. Leur cas était semblable aux autres. Le meurtrier était entré par effraction au cours de la nuit. Il avait commis ces meurtres brutaux, dessiné des étoiles à 5 branches et volé des objets de valeur. L'imprévisible rôdeur venait d'agrandir son territoire de prédilection de 600 km. Tout l'État était sous son emprise. Personne ne savait où il allait frapper la prochaine fois. Dans l'enquête entourant le Night Stalker, les détectives étaient convaincus que le rôdeur suivait l'affaire grâce aux médias. Depuis le début, il semblait aimer se jouer des forces de l'ordre. Malheureusement, maintenant, il était au courant de ce que les détectives savaient de lui. Il avait l'avantage sur eux. Tout portait à croire qu'il ne tarderait pas à changer son mode d'opération et qu'il se débarrasserait rapidement de ses chaussures. La couverture de presse eut cependant un impact positif à certains égards. Les journaux de San Francisco avaient écrit un article sur les bijoux volés chez les Pan. On offrit une prime de $10 000 à quiconque trouverait le rôdeur de nuit. Les informateurs commencèrent à se manifester. L'un d'entre eux était Donna Meyers. Elle déclara à la police qu'un homme appelé Rick, venant d'El Paso, lui avait offert un bracelet et des bagues. Comme le rôdeur, Rick avait des dents en mauvais état. De plus, il ne cessait de vanter la suprématie de Satan. Les policiers apprirent par la suite que son nom de famille était Ramirez. Quand nous avons obtenu le nom de Richard Ramirez, nous avons sorti les dossiers de tous les individus arrêtés qui portaient ce nom. Il y en avait plusieurs. On a examiné les photos et on a procédé à une identification. Une fois un suspect potentiel identifié, on déploya des agents pour surveiller de nombreux secteurs partout à Los Angeles, particulièrement ceux qu'il fréquentait souvent. L'un de ces endroits était la gare routière. Ramirez rentrait de Tucson. Il remarqua un agent civil avant que ce dernier n'ait le temps de l'identifier. Il quitta rapidement la gare et se rendit à une épicerie portoricaine de l'est de Los Angeles pour y prendre son petit déjeuner. Il comprit rapidement qu'il était le point de mire des clients. On murmurait autour de lui « El Matador », le tueur.
quelqu'un appela la police. La poursuite allait bientôt commencer. Ramirez prit ses jambes à son cou et courut le long de l'autoroute 5. Il courait comme une gazelle. Il a couru environ de 3 à 5 km à sa vitesse maximale, puis il a continué et a même escaladé des murs anti-bruit d'une hauteur de 3 mètres. Il a traversé les 8 voies de l'autoroute 5. Le fugitif prit la direction du secteur résidentiel de l'Est de Los Angeles. Il y voyait sa seule issue. Il tenta alors de s'emparer de la voiture d'une jeune femme, mais ça ne devait pas le mener très loin. Un témoin l'en empêcha. Des policiers s'interposèrent. L'homme dont il tentait de protéger la vie était en fait celui qu'il cherchait depuis des mois, le suspect numéro 1, Richard Ramirez. Au poste de police, tous les regards étaient rivés sur ses chaussures. Ce n'étaient pas des Evia. Le rôdeur était bien trop rusé pour les porter encore, mais elles étaient cependant de la même pointure. Pour établir la preuve, les enquêteurs devraient réunir méticuleusement tous les indices. La première étape était d'interroger le suspect. Son comportement les surprit. Il ne reconnut pas être l'auteur de quelque crime que ce soit, mais il parla avec les détectives du dernier tueur en série de Los Angeles. Il nous parlait à la troisième personne. Je ne l'ai pas fait, mais peut-être le Night Stalker l'a fait. Qu'en pensez-vous? Ramirez ne passa jamais aux aveux. Les enquêteurs durent chercher des éléments de preuve solides pour démontrer son implication dans cette vague de crimes. À l'intérieur de son porte-monnaie, ils trouvèrent un billet de réclamation pour des bagages à la gare routière. Ils prirent les bagages et photographièrent tout. Le sac contenait un revolver et différentes sortes de munitions, notamment des cartouches de calibre 22. Ces indices furent recueillis pour analyse. Les douilles et les cartouches des différentes scènes de crime furent envoyées au laboratoire de balistique pour être comparées à celles du sac du suspect. Elles avaient été tirées avec la même arme. De plus, on trouva l'empreinte digitale de Ramirez sur certains de ces objets, ce qui confirmait que le sac et son contenu lui appartenaient. La plupart des victimes qui avaient survécu à ces attaques le reconnurent lors de séances d'identification. Les témoignages, les analyses balistiques, les empreintes digitales et celles de ses chaussures étaient suffisantes pour que la police puisse arrêter Ramirez relativement au crime du Night Stalker. 3 ans après son arrestation, le cas fut enfin porté devant les tribunaux. Les policiers le soupçonnaient de 16 meurtres et de l'agression de 11 autres personnes. Le suspect ne semblait éprouver aucun remords. Au cours de l'audience préliminaire, il exhiba une étoile à 5 branches dans la paume de sa main. Il agita sa main en tous sens en criant « Salut, Satan ». On ne retrouva jamais les chaussures aérobiques de marque Evia de 11,5 parmi les biens de Ramirez. Ce sont ces empreintes digitales retrouvées sur 8 scènes de crime qui ont permis de clore l'enquête. Ces empreintes constituaient un lien irréfutable entre la série de vols, de viols et de meurtres. Les témoins visuels ont permis de prouver sa culpabilité dans les autres crimes. Le procès, jusqu'alors le plus coûteux de Los Angeles, se termina enfin plus d'1 an plus tard. La poursuite l'emporta. En novembre 1989, Ramirez fut condamné à 19 peines de mort. Richard Ramirez fut sans contredit l'un des prédateurs les plus dangereux à terroriser les États-Unis.
Mais même lorsqu'on ne tue qu'une fois, le meurtre est l'acte le plus ignoble que l'on puisse commettre. Le 2 septembre 1990, à Des Moines, dans l'Iowa, William Helm s'arrêta chez son ex-femme avec son frère pour prendre des outils. La porte d'entrée était verrouillée. L'ex-femme de William ne semblait pas être présente. Il pouvait cependant voir son fils en train de jouer sans surveillance. La situation n'était pas normale. Il la trouva alors dans sa chambre à coucher. Helm appela la police. Les agents arrivèrent sur les lieux et trouvèrent le corps d'une femme nue dans son lit. On avait remonté la couverture jusque sous son menton. Susan Helm, une femme au foyer de 24 ans, avait été vue en vie pour la dernière fois à 2 heures du matin quand les voisins étaient venus chercher leur enfant qu'elle gardait. Les vêtements qu'elle portait alors traînaient sur le sol de sa chambre. Les policiers demandèrent à William Helm de décrire sa relation avec sa femme. Il déclara qu'il venait de se séparer et qu'il avait quitté la maison. La dernière fois qu'il l'avait vue, c'était la veille, quand il lui avait laissé leur fils. En interrogeant des amis du couple, les agents apprirent par la suite qu'il avait déjà été violent envers elle. De plus, un rapport de police indiquait que William avait agressé Susan 9 mois plus tôt. Aucun objet n'avait disparu de la maison. Il n'y avait aucune trace de lutte, ni aucune indication qu'un vol avait été commis. Le capitaine James Trotter du service de police de Des Moines menait cette enquête. Lorsque nous inspectons une scène de crime, particulièrement lorsque ce crime a été commis à l'intérieur d'une maison, nous commençons par en examiner l'extérieur, puis nous nous rapprochons graduellement du centre pour conserver le plus d'indices que nous pouvons et les photographier. L'équipe d'experts fouilla méthodiquement la maison pour tenter de reconstituer les événements qui avaient conduit à la mort de la victime. Elle était nue, mais elle n'avait pas été violée. Les techniciens ne trouvèrent aucun cheveu, ni empreinte digitale ou échantillon de sang qui provenait du meurtrier. Une marque au cou de la victime indiquait qu'elle était morte par strangulation. Les détectives commencèrent à émettre des hypothèses. À en juger par la façon dont la victime avait été recouverte, elle avait été tuée par quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un qui l'aimait assez pour cacher sa nudité à des inconnus. Après qu'un individu ait tué sa femme, sa petite amie ou sa cousine, il y a un moment où il a peur que quelqu'un la voie nue et il la recouvre. Lors de l'examen de la literie, les experts découvrirent un autre indice. Sur le drap contre lequel reposait le corps se trouvait l'empreinte huileuse d'une chaussure. L'empreinte n'était pas assez nette pour servir de base à une comparaison, mais elle indiquait que le corps avait été déplacé. L'empreinte avait été faite avec un mélange de lubrifiant automobile et des petits fragments de métal. William Helm était soudeur de silencieux. Cette empreinte en faisait le suspect numéro 1, mais il ne serait pas aisé de le faire inculper. Les éléments découverts sur la scène ne faisaient que corroborer ce qu'il avait déjà admis. Il était entré dans la maison, puis dans la chambre où il avait trouvé le corps.
Dans l'enquête entourant le meurtre de Susan Helm, les détectives espéraient trouver d'autres informations à partir de la dépouille de la victime. Contrairement à un coup de feu ou un coup de couteau, la strangulation demande un contact physique très étroit. Le tueur avait forcément laissé quelque indice derrière lui. Les détectives eurent recours à un éclairage au laser spécial pour trouver des cheveux ou des fibres. Encore une fois, ils n'eurent pas de chance. En terminant l'analyse de la scène du crime, les experts remarquèrent qu'on les observait. Après avoir quitté le poste de police, Helm était retourné sur les lieux. Il avait sorti une chaise pliante de sa voiture et s'était installé sur la pelouse du voisin. Son comportement était plutôt bizarre pour un homme qui venait de perdre sa femme. D'habitude, les curieux sont des inconnus. Normalement, les membres de la famille sont ensemble et ils se consolent les uns les autres. Ce manque évident d'émotion de la part de Helm était un autre indice de sa culpabilité. Les détectives le convoquèrent au poste de police pour un deuxième interrogatoire. Après 2 heures, ils avaient assez d'informations. Ils obtinrent l'autorisation de recueillir des échantillons de ses cheveux, de sa salive, de son sang, ainsi que ses empreintes digitales. Pour prouver que Helm avait tué sa femme, les policiers tenteraient de démontrer que c'était lui qui avait déplacé son corps. L'équipe dirigée par Trotter espérait découvrir les empreintes digitales de Helm sur la peau de la victime. Malheureusement, ils avaient un obstacle de taille à surmonter. Personne n'était jamais parvenu à prélever des empreintes digitales sur la peau humaine, sur la scène d'un crime. Les nombreuses variables telles que la température et l'humidité étaient cruciales. La technique de prélèvement des empreintes à même la peau d'une victime n'avait réussi qu'en laboratoire. Si on pouvait y parvenir sur la scène du crime, on ferait un pas de géant en matière d'enquête criminelle. Pour cette technique, on utilise les propriétés de la supercolle. La vapeur de supercolle ou ester de cyanoacrylate adhère aux résidus huileux que laisse tout contact humain. Elle recouvre les empreintes digitales sur les surfaces rigides telles que le verre ou le métal, créant une mince pellicule de protection sur les crêtes papillaires. Elle scelle littéralement l'empreinte sous une couche de plastique. Dans la plupart des cas, on peut ensuite y ajouter de la poudre et la prélever à l'aide de rubans adhésifs. Mais prélever une délicate empreinte à partir d'une surface texturée et huileuse comme la peau était risqué. S'il y avait la moindre empreinte sur le corps de Susan Helm, elle ne résisterait pas au transport vers le bureau du coroner. Le moindre changement de température ou contact avec une autre matière la détruirait. Il fallait tenter l'expérience sur place. De plus, en laboratoire, cette technique avait réussi sur des empreintes qui avaient été faites seulement 4 heures plus tôt. Susan Helm était morte depuis au moins 12 heures. Le procédé était risqué, mais il n'y avait pas d'alternative. On érigea une tente au-dessus de la victime en fixant une pellicule de plastique sur une structure rigide. Il fallait ensuite accroître la température sous la tente pour favoriser l'évaporation de la colle. À l'extérieur du laboratoire, cette opération est plus difficile à contrôler. On versa de la supercolle liquide dans des assiettes d'aluminium et on les fit chauffer à l'intérieur de la tente pendant 10 minutes. Les vapeurs de supercolle remplirent bientôt la tente. Les experts attendirent ensuite 30 minutes pour que la colle refroidisse et durcisse. Une fois les vapeurs retombées, les experts entrèrent dans la tente. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur pouvait permettre de résoudre l'enquête ou au contraire, la mettre dans l'impasse. Si les experts parvenaient à trouver une empreinte de bonne qualité, ils pourraient peut-être arrêter le meurtrier.
Si au contraire il n'en trouvait pas, ou alors qu'elles étaient trop détériorées, le meurtrier serait toujours en liberté. On retira la pellicule de plastique au-dessus du corps. Les experts se mirent à la recherche des sillons caractéristiques des empreintes digitales à l'aide d'une torche électrique halogène. On place la lumière selon un certain angle pour mieux discerner les empreintes. En passant par-dessus la portion inférieure de l'abdomen de la victime, les experts aperçurent quelque chose. Ce n'était pas une empreinte de doigt. C'était plus grand et beaucoup plus net que ce à quoi ils s'attendaient. Il s'agissait de l'empreinte d'une main tout entière. Pour la première fois dans l'histoire de la criminalistique, des experts avaient réussi à trouver des empreintes latentes sur un corps à l'extérieur d'un laboratoire. Maintenant, ils devaient recueillir cette empreinte. L'utilisation de rubans adhésifs risquait de la détruire. On la conserverait donc à l'aide d'un simple appareil photo. La photo du ventre de la victime fut envoyée au laboratoire judiciaire de la police de Des Moines, où l'empreinte fut comparée à celle de William Helm. Pour cette analyse, les experts en dactyloscopie ont d'abord recours à un ordinateur qui recherche les caractéristiques identiques. Dans ce cas-ci, cependant, il s'agissait d'une empreinte de main et les sillons étaient si complexes que l'expert Jerry Wilson dut procéder à une comparaison visuelle plutôt qu'avec l'ordinateur. Cette tâche demande beaucoup de temps. Elle consiste à identifier à quels endroits les sillons se rejoignent, divergent ou forment des boucles. Wilson identifie ces caractéristiques sur une empreinte, puis les compare à l'autre. Nous recherchons des points de comparaison identiques à des endroits donnés, entre l'empreinte latente et celle qui a été imprimée dans de l'encre. Nous comptons le nombre de sillons qui convergent et nous identifions également les points qui ne sont pas identiques. Si nous en trouvons, on doit alors éliminer cette empreinte ou tenter d'expliquer pourquoi il y a cette différence. Dans ce cas-ci, il n'y avait aucune différence. De plus, les experts retrouvèrent une caractéristique très rare sur les deux empreintes. J'ai remarqué une double boucle dans l'empreinte de la paume de la main, ce qui est très inusité. J'ai ensuite retrouvé la même caractéristique sur l'autre empreinte. Cela m'a grandement facilité la tâche. Wilson peut affirmer que deux empreintes proviennent du même individu s'il retrouve 8 points de référence communs. Dans le cas de Helm, il y en avait 90. C'était l'analyse la plus concluante à laquelle il avait travaillé. La découverte de l'empreinte de la paume de main de Helm sur le ventre de sa femme prouvait qu'il mentait. Il était celui qui l'avait traîné jusque dans son lit. Les policiers avaient capturé le meurtrier à l'aide de quelques gouttes de supercolle. Mais pour que la poursuite remporte sa cause, il devait à présent trouver un lien direct entre le suspect et le meurtre. La victime n'avait pas été étranglée à main nue. Le meurtrier avait utilisé une sorte de fil métallique. Les policiers avaient maintenant assez d'indices pour obtenir un mandat de perquisition de l'appartement de Helm. C'est là qu'ils trouvèrent la dernière pièce du puzzle. Le garrot était en fait une corde de piano fixée entre deux poignées de bois. Il n'avait qu'une seule utilité, l'étranglement. Les analyses ne permirent pas de découvrir des micro-indices sur la corde, mais ces caractéristiques physiques correspondaient aux marques laissées sur le cou de la victime. Trotter disposait des indices requis pour compléter la reconstitution du crime. Le matin du meurtre de Susan, elle a eu une dernière dispute avec William Helm. Ce dernier est devenu fou de rage et l'a tué. Il a tenté de cacher son crime avec la couverture, mais la persévérance et le travail minutieux du service de police de Des Moines ont permis de prouver sa culpabilité. William Helm fut accusé du meurtre au premier degré de sa femme par strangulation. Il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
Les indices judiciaires ont joué un rôle capital dans ce cas-ci parce que nous n'avions aucun témoin ni trace de sang. Nous ne disposions pas des indices habituels qui nous permettent de prouver qu'il y a eu meurtre. L'empreinte de la paume de main a été pour nous le point tournant de l'enquête. En trouvant un sens à des empreintes embrouillées ou à peine visibles, les experts en dactyloscopie ont fait la lumière sur les crimes commis par Richard Ramirez et William Helm. Grâce au développement de la technologie, ces meurtriers ne peuvent plus échapper à l'impression durable qu'ils laissent derrière eux.